Chapitre 26 Les belles choses que porte le ciel. Titre d'un roman de Dineo Mengestuu, inspiré d'un vers de Dante. Citation de William Hope Hodgson. Alors, pour la dernière fois, je vis la terre, un globe stable, d'un bleu rayonnant, voguant dans l'immensité de l'éther. Et moi, fragile pincée de poussière douée d'une âme, je voltigeais silencieusement dans le vide, en partant de ce bleu lointain pour m'élancer dans l'inconnu. Zone des départs, 23h46. La voûte céleste était le restaurant le plus luxueux de la zone des départs. Une trentaine de tables rondes recouvertes de nappes en tissu couleur crème étaient agencées harmonieusement dans une belle salle au design moderne et élégant. Tendu au mur un étonnant rideau luminescent, tissé de centaines de fibres optiques, enveloppait la pièce d'une lumière tamisée, créant une ambiance chaleureuse et raffinée. Au centre de l'espace, une cheminée contemporaine ajoutait à l'ensemble une touche de confort moelleux. Même ici, aux portes du ciel, les clients étaient semblables à ceux de tous les établissements de luxe. Nouveaux riches russes et chinois, magnats du pétrole moyen-orientaux, élites mondialisées, Louis vuittonisés. Au milieu de cet aéropage, Martin et Archibald s'étaient installés à une table près des grandes baies vitrées dans lesquelles se reflétait la lumière des pistes où, malgré l'heure tardive, les avions continuaient à décoller sans relâche. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette, petit gars, » remarqua Archibald en se régalant copieusement de riz de veau rissolé, accompagné de pâtes artisanales aux champignons des bois. Martin n'avait pris que quelques bouchées de son agneau de l'Aveyron. « C'est facile de se remplir le ventre quand on sait qu'on va s'en sortir vivant. Moi, je vous rappelle que je vais mourir. » « Nous allons tous mourir un jour ou l'autre, » objecta Archibald. « Oui, mais moi, c'est demain matin. »« Tu as raison, c'est injuste, » admit le voleur. « J'ai le double de ton âge et je reconnais que c'est moi qui t'ai entraîné dans cette galère. » Il se resservit un verre de vin et posa la bouteille sur la petite desserte qui jouxtait la table. Mouton Rothschild, 1945. Romanée Conti, 1985. Les crus les plus prestigieux pour une soirée pas comme les autres. « Tu es certain que tu ne veux pas goûter le Bourgogne ?» insista Archibald. « Ce serait dommage de mourir sans avoir fait l'expérience de cette splendeur. »« Allez vous faire foutre avec votre Bourgogne, » répondit durement Martin d'une voix lasse. La tête appuyée contre lui, Lydie s'était endormie sur la banquette. Devant elle, les restes de son burger royal, avec supplément chèvre et bacon. Archibald tira de sa poche une boîte d'allumettes et se tailla un cure-dent avec son couteau, une vieille habitude qui détonnait dans ce lieu discret et raffiné. « Je me demande si avant les desserts je ne vais pas me laisser tenter par le pigeonneau désossé au foie gras, » dit-il en feuilletant le menu. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Cette fois, Martin préféra ne pas répondre à la provocation. Par la fenêtre, il regarda le ciel et ses étoiles. Surtout, il était fasciné par l'astre brillant, qu'il avait d'abord pris pour la Lune, mais qui était peut-être la Terre, la planète bleue qui flottait lointaine, avec ses habitants qui s'aimaient, s'entretuaient et la détruisaient méthodiquement. Cette planète sur laquelle il s'était toujours senti seul, mais qu'il n'arrivait pas à quitter. « Il faut qu'on parle, petit gars. » Martin leva les yeux. Au-dessus des verres en cristal, le regard d'Archibald brillait comme une flamme. Ses traits s'étaient durcis, et on pouvait lire sur son visage émacié que l'heure n'était plus à la plaisanterie. « Et de quoi voulez-vous qu'on parle ?»« De Gabriel. » Martin soupira. « Que voulez-vous savoir? La nature de mes intentions ?»« Exactement. Mes intentions étaient les plus nobles qui soient, mais de toute façon c'est terminé pour moi. »
Il se décida à se servir un verre de vin avant de continuer. « Et puis, vous savez quoi? Votre fille est dangereuse, dangereuse comme vous, une cinglée qui s'empresse de détruire le bonheur chaque fois qu'il pointe son nez. » Un serveur vint débarrasser leurs assiettes. Archibald fit l'impasse sur le dessert et commanda d'autorité de café. « Ce soir, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, fiston. » Martin soupira. « Au point où j'en suis, commencez par la bonne. » La bonne, c'est que c'est toi, le seul homme qu'elle ait jamais aimé. « Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne vous en êtes guère occupé de votre fille en 30 ans. Vous ne la connaissez pas. » « C'est ce que tu crois. Mais je vais t'apprendre quelque chose. » « Allez-y. » « Même si les apparences sont contre moi, Gabrielle, je la connais mieux que personne. »« Mieux que moi? » ?»« Oui, c'est sûr, mais ce n'est pas très compliqué. » Voyant la colère dans les yeux de Martin, Archie leva la main en signe d'apaisement. « Gabrielle est une femme extraordinaire. Apparemment, tu as su le remarquer très jeune, et c'est tout à ton honneur. » Sachant que les compliments de son aîné étaient rares, Martin accepta celui-ci avec satisfaction. « Gabrielle est entière, sincère et généreuse, » continua Archie. « Un peu compliquée parfois, comme toutes les femmes. » Martin approuva de la tête. Sur ce terrain, les hommes s'entendaient toujours. « Gabrielle, poursuivit Archie, c'est la femme d'une vie. C'est une pierre précieuse, unique, plus rare encore que ce diamant que je voulais voler. » On leur servit les expressos accompagnés d'un petit plateau de friandises. Archie s'empara d'une pâte de fruits à la figue. « Gabrielle a du caractère et de la personnalité, mais si on prend le temps d'aller au-delà de l'apparence, on devine, en elle, les blessures laissées par la vie. » « Et ça aussi, je sais que tu l'as compris tout de suite. »« Bon, où voulez-vous en venir ?» s'agaça Martin, avant d'avaler d'un trait son café brûlant. « Où je veux en venir, petit gars? On ne peut pas dire que tu sois perspicace, hein? Gabrielle n'a pas besoin d'un gugu si mature qui reste bloqué sur le passé. Elle n'a pas besoin d'un mec supplémentaire qui la fasse souffrir encore plus que les autres. Elle a besoin d'un homme qui soit tout pour elle. Son ami, son amant, son confident, son amoureux, et même son ennemi parfois. Tu comprends ce que ça veut dire? Cet homme, c'était moi, espèce de con. Et ça le serait encore aujourd'hui si vous n'étiez pas venu mettre votre grain de sel. » Excédé, Martin se leva de table et... Point de suspension. Hôpital Lennox, 1h05. « Réveillez-vous, docteur Giuliani. » L'infirmière alluma les néons de la petite pièce de repos réservée aux médecins de garde. Claire ouvrit les yeux, elle ne dormait pas. Ça faisait des années d'ailleurs qu'elle ne dormait plus vraiment. Juste des bouts de sommeil grappillés à la nuit, par-ci, par-là. Des bouts de sommeil qui n'arrivaient plus à la réparer et qui lui laissaient cette impression constante d'usure, accompagnée de cernes précoces et déjà indélébiles. Voici les résultats du scanner de Martin Beaumont. Il est en hypertension. Claire chaussa ses lunettes de vue et regarda la radio à la lumière du néon. Ce second scan crâne était alarmant. Du sang s'était accumulé entre la dure-mère et le cerveau, formant un hématome de taille inquiétante. À l'intérieur des méninges, plusieurs branches d'une artère avaient dû se rompre en même temps pour créer une telle hémorragie. L'hématome comprimait le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, et si on n'agissait pas immédiatement, les vaisseaux sanguins se comprimeraient à leur tour, privant les cellules de leur oxygène et entraînant des lésions irréversibles. Il fallait opérer d'urgence pour avoir une chance de l'évacuer. Mais l'organisme de Martin était déjà tellement affaibli que Claire doutait qu'il survive. « Prévenez l'anesthésiste, on le monte au bloc. » Zone des départs, 1h12. Archibald poussa la porte du Harry's Bar. L'ambiance cosy et feutrée rappelait les clubs londoniens avec boiseries en acajou, fauteuils Chesterfield en vieux cuir et banquettes en velours bordeaux. Il traversa le fumoir et rejoignit Martin qui s'était déjà installé au comptoir,
pour siroter un mojito. En avisant le cocktail du jeune flic, il ne put retenir une moue sceptique. « C'est plutôt une boisson de gonzesse, non ?» Martin prit sur lui de l'ignorer. Archibald détailla en connaisseur l'impressionnante sélection de whisky ordonnée derrière le bar, comme les livres anciens d'une bibliothèque. Tout à coup, son regard s'éclaira en apercevant un trésor, un Glenfiddich rare, collection de 1937. Le plus vieux scotch du monde. Il s'en commanda un verre et contempla avec satisfaction la robe ambrée du précieux liquide. « Laisse la bouteille sur la table, mon garçon, » réclama-t-il au barman. Martin l'observait du coin de l'œil. À présent, Archie respirait les effluves de son verre avec un plaisir non dissimulé, se délectant des odeurs de caramel, de chocolat, de pêche et de cannelle. Puis il prit une gorgée du single malt et en savoura longuement les arômes subtils. Il servit un verre qu'il proposa à Martin. « Goûte-moi ça, petit gars, tu vas voir, c'est autre chose que ta bibine. » Martin soupira, mais Archibald avait chatouillé sa curiosité. À son tour, il but une gorgée de whisky et, sans être un spécialiste, se laissa séduire par les parfums complexes du puissant nectar. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?»« Ah, c'est vrai que ça déchire, » admit Martin en reprenant une lampée de scotch. « Tu sais que tu commences à me plaire ? Allez, viens, on va s'asseoir au calme, » proposa-t-il en emportant avec lui la bouteille de Glenfiddich. Martin hésita à le suivre. Il en voulait terriblement à Archibald, mais il n'avait pas le courage de passer ses dernières heures tout seul. Et puis la compagnie de son éternel ennemi lui plaisait au moins autant qu'elle l'indisposait. Les deux hommes s'installèrent sur des canapés en cuir qui encadraient une table basse en acacia et en manguier verni. Avec son mobilier cossu, l'endroit avait un esprit club pour gentlemen, celui du bon vieux temps où les hommes se retrouvaient pour déguster un Havane et un cognac avant d'entamer une partie de bridge en écoutant Sinatra. « Je t'offre un cigare ?» Martin déclina la proposition. « Vous êtes au courant qu'il y a d'autres plaisirs dans la vie que de boire, fumer ou voler des tableaux ? » « Oh, ça va, ne viens pas me donner de leçons avec ton shit et ton Coca Zéro, si tu crois que c'est meilleur pour la santé. » Martin fronça les sourcils. Archie eut un mince sourire. « Eh oui, moi aussi, je te connais un peu, Martin Beaumont. »« Et vous connaissez quoi, au juste ? » ?»« Je sais que tu es quelqu'un de courageux et de sincère. Je sais que tu es idéaliste, que l'on peut te faire confiance et que dans ton genre tu as du cœur. Mais quoi? Lorsqu'on commence par un wagon de compliments, généralement c'est pour annoncer un déluge de reproches, non? Archie écarquilla les yeux. Des reproches? Oui, je peux t'en faire si tu veux. Martin releva le gant. Allez-y, ne vous gênez pas. D'abord, tu ne comprends pas les femmes. Moi, je ne comprends pas les femmes? Non. Enfin, tu vois en elles des choses que d'autres n'ont pas vues, mais tu ne les comprends pas lorsqu'elles te parlent. Tu ne sais pas les décoder. Ah oui? Expliquez-moi un peu. Archibald plissa les yeux tout en cherchant un exemple. Quand une femme te dit « non », ça veut souvent dire « oui, mais j'ai peur ». Ouais, continuez. Quand elle te dit « peut-être », ça veut souvent dire « non ». Et quand elle dit « oui », quand elle dit « oui », ça veut dire « oui, peut-être ». Et pour dire « oui » tout court, Archie haussa les épaules. « Oui » tout court, ça n'existe pas en langage féminin. Martin était dubitatif. « À mon avis, vous êtes meilleur voleur que psychologue. »« Peut-être que je manque d'expérience récente, » concéda Archibald.
Et si on parlait plutôt de Gabrielle? C'était d'elle qu'on parlait, petit gars, je croyais que tu l'avais compris. Pourquoi avez-vous cherché à nous séparer? Archie leva les yeux au ciel. Mais c'est tout le contraire, imbécile. C'est moi qui suis venu te chercher, moi qui ai tout fait pour que tu te lances à ma poursuite, moi qui t'ai attiré jusqu'à San Francisco pour que tu la retrouves, parce que je savais qu'elle ne t'avait pas oublié. Le ton était monté. Et après? Demanda Martin. Après, c'est vrai que j'ai pris peur et que j'ai voulu te tester, admit Archibald. Vous avez tout gâché? Non, parce que sans moi, tu n'aurais jamais eu le courage de venir la retrouver. Parce que c'est ça ton problème, Martin Beaumont. Tu as peur. Martin n'était pas certain de comprendre. Archie insista. Tu connais la phrase de Mandela. C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus. Ce qui te fait peur, petit gars, ce ne sont pas tes faiblesses, ce sont tes qualités. C'est flippant, n'est-ce pas, de se dire qu'on a beaucoup d'atouts dans sa manche. C'est tellement plus rassurant de baigner dans sa médiocrité en maudissant la terre entière. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire? Je cherche à te donner un conseil. Mets tes peurs entre parenthèses et prends le risque d'être heureux. Martin regarda Archibald. Sur son visage, nulle trace de menace ou d'animosité, seulement de la compréhension. Pour la deuxième fois, Martin se sentit lié à lui par une drôle de fraternité. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. C'est justement là où je voulais en venir. Quelle est la mauvaise nouvelle? Archibald ménagea son effet, puis annonça. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est toi qui y retournes, petit gars, lança-t-il en posant devant lui sa carte d'embarquement comme on abat un carré d'as. Départ, zone de départ. Destination, vie. Date, 26 décembre 2008. Heure, 7h05. Siège, 32F. Je ne comprends pas. Tu croyais en avoir fini avec les amours et les emmerdes? Ben non, ce n'est pas si simple. Tu rentres à ma place. Un troc? Oui. Les cartes d'embarquement ne sont pas nominatives. Rien ne nous empêche de les échanger. Pourquoi vous faites ça? Oh, ne va pas t'imaginer que je me sacrifie. Moi, de toute façon, je n'avais plus la force ni la possibilité de réaliser mes rêves. Vous êtes souffrant? Condamné serait plus juste. Un sale cancer. Martin hocha la tête, tandis qu'un voile de tristesse passait devant ses yeux. Et pourquoi moi? À présent, le bar s'était vidé. Seul le barman continuait à essuyer ses verres derrière le comptoir. Parce qu'il n'y a que toi, petit gars, qui as su résoudre l'équation, qui a eu le courage de me suivre jusqu'ici, parce que tu as été plus malin que le FBI, les mafieux russes et toutes les polices du monde réunies, parce que tu réfléchis avec la tête, mais aussi avec ton cœur, parce que tu as pris des coups dans la gueule, mais que tu tiens toujours debout, parce que d'une certaine façon, toi, c'est moi, sauf que tu vas réussir là où j'ai échoué, tu vas savoir aimer. Macqueline leur versa 2 derniers verres qui asséchèrent la bouteille de whisky. Ils levèrent leurs godets et tout en trinquant, procédèrent à l'échange de leurs billets. Puis Archie regarda sa montre et quitta sa chaise. « Tu m'excuses, mais il ne me reste plus beaucoup de temps et j'ai une dernière chose à faire avant demain matin. » Il enfila son manteau, puis après une hésitation, « Tu sais, à propos de Gabrielle, elle peut paraître compliquée, mais elle est limpide en réalité. Ne la fais pas souffrir, pas même une seule minute. » Promis, dit Martin. Bon, je ne suis pas très doué pour les adieux. Bonne chance. Bonne chance à toi, petit gars.